cette seconde conférence. Et maintenant, nous allons passer à la troisième énigme, qui pour le coup est une énigme entièrement résolue. C'est celle du vol de AF-66. Et donc, c'est mon collègue Hubert Cantaloube, ingénieur à l'ONERA, qui va vous raconter cette aventure qui a duré 2 ans. Pardon. Bonjour, donc voilà, donc je suis Hubert Cantaloube, donc je travaille à l'ONERA, effectivement dans le groupe Radar. Donc c'est une histoire qui est effectivement résolue, donc mais qui a duré 2 ans. Donc ça commence par dont l'ONERA a participé dans cette partie-là, hein, une campagne d'acquisition de radar au-dessus du Groenland et puis le retraitement des signaux radar. Donc ça commence par un vol transatlantique, donc Paris-Los Angeles, où en passant au-dessus du Groenland, la soufflante du réacteur numéro 4 se désintègre. Et en fait, c'est toute la partie avant qui a disparu du réacteur, hein, c'est cette partie-là, la partie grisée là. C'est ce qu'on appelle une déférence non confinée. Immédiatement, comme c'est non confiné, ça veut dire que les débris ne partent pas par la tuyère, donc ils partent dans n'importe quelle direction dans l'espace. Dans 5% des cas, ça tue l'avion, en fait, ça peut traverser un longeron et briser l'aile directement. Donc c'est un événement extrêmement grave, mais en l'occurrence, dans ce cas-là, les dommages ont été extrêmement mineurs sur l'avion. L'avion a réussi à rejoindre Goose Bay au Canada, et on a remis un nouveau réacteur, il est retourné en ligne une centaine de jours après. Donc, bien entendu, c'est un avion relativement récent, donc c'est un peu inquiétant qu'un réacteur se brise comme ça en début de vie. Donc, il a fallu essayer de comprendre pourquoi ce réacteur s'est cassé, et voilà. Donc, par chance, ça s'est produit au-dessus du sol, donc ça s'est produit au-dessus du Groenland, hein, c'est pas tombé directement dans l'eau. Par contre, le Groenland, c'est une zone assez peu accessible, la météo est assez peu clémente, et donc il a fallu attendre 5 jours pour avoir un temps suffisamment clément pour qu'un hélicoptère puisse se rendre sur les lieux de l'accident. Et donc, un hélicoptère a exploré la zone sous le vent de l'événement, là où il y a l'accident qui est indiqué par les flèches. Là. Et donc, le vent en altitude poussait les débris vers le nord-ouest. Et donc, l'hélicoptère a repéré un grand nombre de fragments, on a ramené un certain nombre à Northwestwalk. Donc, les trouillés sont dans un filet sous l'hélicoptère. Mais par contre, une fois qu'on a exploré les fragments photographiés et ceux qui étaient ramenés, on a bien constaté qu'il n'y avait pas aucun élément appartenant au noyau du réacteur. Donc, c'est probablement la pièce qui s'était brisée, parce que pour que le réacteur se désintègre comme ça, c'est probablement le noyau qui s'est brisé. Normalement, il y a un blindage dans le carénage qui retient dans le cas où il y a une rupture d'une seule aube de la soufflante. 8 jours après l'incident, il y a eu une deuxième fenêtre météo. Et donc, à ce moment-là, ils se sont dit, probablement, comme c'est un objet plus lourd, le moyeu, et qui frotte moins, donc il y a probablement une traînée plus faible, il faut aller chercher plutôt en avant par rapport à la trajectoire de l'avion, et regarder sous la position de l'accident et un peu au vent de ce point-là. Donc, ils ont fait un deuxième vol, et maintenant qu'on sait où on a retrouvé le fragment, on sait qu'il y avait un morceau de fragment sous le nez de l'hélicoptère, quoi. En fait, il est passé au-dessus, et il ne l'a pas détecté. Donc, il était déjà plus visible au bout de 8 jours. Pour vous donner une idée de travail que ça doit être quand même, vous avez une vue de ce qu'on voit de l'hélicoptère hein, quand on est au-dessus de la banquise, donc c'est du blanc à perte de vue. 11 jours après, il y a eu la première fenêtre pour prendre une imagerie satellitaire, c'est-à-dire qu'on s'imagine souvent que le monde entier est surveillé en permanence par les satellites, mais les zones polaires sont presque tout le temps sur les nuages, en fait. Et donc, 11 jours après, on a eu une acquisition de satellite. Alors, pas comme par hasard, quand l'avion était posé, quand l'hélicoptère a été posé, alors l'hélicoptère a re-exploré encore la zone un peu plus au nord par rapport à la position de l'accident, et toujours sans trouver de morceaux de moyeu. Mais ils ont profité du vol après pour se poser et récupérer quelques fragments de plus qu'on leur a demandé de ramener. Donc, pendant que le satellite passait, on voit l'hélicoptère et les deux pilotes, hein, qui sont de corpulence assez différentes. Il y en a un qui fait une ombre de 3 mètres, l'autre de 2 mètres. Et entre les deux, il y a une petite ombre qui correspond probablement à un débris. Je vais mettre la souris dessus, ici. Là. Mais vous voyez qu'en fait, en optique, les ombres sont très rasantes, parce qu'on a beau être en septembre, enfin début octobre en l'occurrence, le soleil est quand même très très bas, et donc les ombres portées sont très longues, et donc les petites bosses dans la neige font des ombres portées très longues, et donc le contraste d'un petit morceau de titane là-dedans, ce ne serait pas très très élevé. 14 jours après, il y a eu une deuxième fenêtre satellite,
Et donc, on a une photo prise donc, le 14 octobre, et où on voit en fait qu'il ne reste plus qu'un seul satellite, qu'un seul débris qui est visible de l'espace. Et il s'agit de cet énorme débris ici, qui fait à peu près 2 mètres sur 1 mètre, hein, en termes de taille, qui sont des nervures du carénage. Les enquêteurs leur ont dit que ça ne les intéressait pas, c'est un très gros débris, et donc ils ne l'ont pas ramené, ils l'ont laissé sur place. Et en fait, la présence de ce très gros débris sera très importante pour notre enquête. Oui, je me trompe de fenêtre. Oui, je mettais la souris sur la mauvaise fenêtre. Maintenant, clairement, la détection optique des débris n'était plus possible, hein, puisque la neige est tombée entre-temps. À chaque fois qu'il y avait un trou entre 2 fenêtres météo, c'est-à-dire qu'il est tombé de la neige. Hein. Donc, il était à peu près certain que les débris qui restaient étaient couverts par la neige, et donc on ne les retrouvait pas par des moyens optiques. L'idée d'utiliser un radar est venue assez rapidement. Et donc, pendant ce temps, le constructeur, les différents intervenants ont essayé de se dire, on va essayer de calculer où sont tombés les morceaux. Alors, en regardant l'état du réacteur à l'arrivée, ils ont constaté d'abord qu'il y avait une aube qui était restée dans un coin. Donc, probablement, cette aube-là, et qui était, dans toutes les obs qu'ils ont récupérées, les obs avaient été tirées vers l'avant, ce qui est le sens normal pour un rotor qui se désintègre, hein, puisque le rotor est en train de tirer l'avion. Sauf cette là qui est partie vers l'arrière, et d'autre part, les boulons de fixation du compresseur qui sont fixés sur la soufflante étaient brisés dans deux groupes de direction. Vous voyez, un groupe de boulons qui était brisé dans une direction et un autre groupe de boulons qui était brisé dans une autre direction. Donc, ils en ont déduit que le moyeu s'était probablement séparé en deux. Ils ont fait des simulations en se disant qu'est-ce qui se passe si, sous une accroche d'aube, ils pensaient que c'était l'aube 18, on couple instantanément le moyeu, c'est-à-dire une fissure qui apparaît. Et en fait, ils ont fait des simulations mécaniques. Alors, c'est Fatih Whitney qui a fait ces simulations qui sont assez impressionnantes. Hein. Et ils ont regardé ce qui se passait. Et en quelques millisecondes, en fait, le moyeu se brise en deux. En gros, il éclate du côté opposé à la brisure parce que la contrainte devient trop forte à cet endroit-là. Et il se casse en deux morceaux de masse différentes. Alors, il y en a une de 90 kg et une de 130 kg à peu près. Une qui part à peu près à 200 à l'heure et une qui part à 480 à l'heure. Bon, j'imagine bien qu'il n'y a aucun blindage qui peut retenir un tel objet. Hein. C'est complètement destructif pour tout le système avant du réacteur, voire de l'avion si ça touche l'avion. Alors, heureusement, ça n'a pas touché l'avion. Et les marques de déformation du carter qui restaient un peu sur l'avion et des morceaux qui ont été récupérés au sol, notamment le blindage en Kevlar qui sert normalement à retenir les obs en cas de perte d'une aube, ont confirmé qu'il y avait deux directions d'éjection et qui correspondent aux angles 11h et 5h par rapport à l'axe de l'avion, donc vraiment assez vertical. Donc il y a probablement un morceau qui est passé au-dessus de l'avion et un morceau qui est parti directement en bas, qui n'a rien touché. C'était bon, ils ont eu de la chance. À partir de cet angle d'éjection et cette vitesse d'éjection, alors des spécialistes de tout ce qui est balistique de corps qui rentrent, typiquement les gens qui lancent des fusées ou des satellites, donc Ariane Espace et le NTSB américain, ont fait des calculs, des simulations en gros en jouant sur la traînée du morceau, la taille des morceaux, l'angle d'éjection du morceau, la vitesse d'éjection. Alors c'est un peu comme les simulations que vous avez vues tout à l'heure, des méthodes de Monte-Carlo. Et ils ont fabriqué des nuages de points en disant bon, voilà où on pense que le fragment numéro 1 va tomber, le fragment numéro 2 va tomber, et puis après en échangeant les deux vitesses, si c'est celui qui est parti vers le haut, c'est le plus rapide, le plus lourd, etc. Ils ont construit comme ça des nuages de points au sol et ils en ont déduit une zone de recherche. Alors c'est ce que vous voyez à droite là. Pendant ce temps, ils nous ont envoyé alors c'est à Nîmes que notre avion était basé, donc ils nous ont envoyé sur l'aéroport de Nîmes un moyen de réacteur pour faire des essais de mesure au radar. Bon, on n'avait pas de neige, hein, malheureusement. Il neige pas trop en France, hein. Et on n'avait pas de neige pour faire des essais d'enfouissement sous la neige, mais on l'a posé sur le tarmac et on a mesuré dans différentes directions, différentes longueurs d'onde, pour voir quel type niveau d'écho on pouvait obtenir sur un moyen de réacteur. On a aussi testé une pale, parce qu'on sait qu'aussi il y a certaines pales qui n'ont pas été retrouvées, donc on a derrière sur la petite table Ikea, là, vous avez une pale. On a préparé notre radar pour pouvoir aller dans les grands froids aussi. Enfin, il y a toutes sortes de problématiques autour de prévoir aussi le type de contraste qu'on pourrait avoir. Regarder la littérature sur les niveaux de rétrodiffusion de la neige, l'absorption, etc. Et juste avant notre départ au Groenland, les Danois du GEUS ont fait une expédition polaire pour aller installer près de la zone de recherche. Donc, un calibrateur radar, c'est un réflecteur radar comparable à ceux qu'on met sur les mâts de bateau. Enfin, il y a juste un détrièdre, hein, ça marche que dans 60 degrés, mais qui permet d'avoir un écho très ponctuel et très fort, qui permet de calibrer un radar. Et puis alors là, on leur avait demandé de nous l'enterrer à Florent, de façon à quantifier un petit peu l'atténuation par la neige. On leur avait demandé de nous poser aussi une lentille de Lundberg, ce qui est
qui est un réflecteur qui réfléchit en toutes les directions. Ça ressemble un petit peu aux petits yeux de chat qu'on voit sur les routes, parfois dans les lignes blanches pour faire un truc qui brille dans toutes les directions. C'est une espèce de petite boule alors en optique, c'est en verre avec le fond métallisé. En radar, c'est en polyéthylène avec juste le fond métallisé. Et on l'avait demandé de la poser à Florent, comme ça elle était visible de tout de l'horizon à l'horizon à la surface. Ça nous fera un point de référence parce que c'est un endroit où il n'y a pas de relief autour. C'est juste de la neige, donc il n'y a aucun point de repère. Donc pour recaler les images par rapport aux autres, ça aurait été nécessaire. Ils nous ont aussi enterré un morceau de moyeu. Alors vous voyez qu'ils l'ont enterré lui à 1,20 m de profondeur, ce qui était la profondeur estimée de la neige qui s'était déposée depuis l'accident. Ils nous ont aussi fabriqué une fausse alarme en mettant une zone en remplissant un traîneau en plastique d'eau et le faisant geler. Donc le 2 avril, on est arrivé sur place avec 2,8 tonnes de matériel. L'avion est arrivé sans le radar parce qu'il n'a pas avec le radar, ça freine sous les ailes, et donc il ne peut pas faire le trajet jusqu'au Groenland. Donc il est venu sans le radar et on a dû monter le radar sur place. Donc il fallait le matériel pour le monter, il fallait un centre de calcul de campagne à installer, tout ça. Et voilà, donc le radar qu'on a emporté, le système radar qu'on a emporté, c'est le système SETI de l'ONERA. Et comme on ne savait pas justement s'il fallait favoriser plutôt la réponse d'un débris, c'est-à-dire plus on travaille dans des hautes fréquences, plus un débris va briller par rapport à l'environnement. Mais par contre, les hautes fréquences pénètrent moins facilement dans les milieux un peu troubles, typiquement comme la glace. Pourquoi? Parce que simplement la longueur d'onde est courte par rapport aux hétérogénéités de la glace et donc elle est diffusée plus vite. Donc on pensait que la bande X, qui est donc plus aiguë, va pénétrer moins dans la glace. La bande L est un peu intermédiaire. La bande L, c'est le Wi-Fi, hein, donc vous savez que ça traverse un peu une porte, donc ça peut traverser un petit peu des milieux hétérogènes. La bande du HF, c'est la bande de l'ancienne télé. On sait que ça pénètre très bien. Beaucoup de radars utilisés par les géologues pour explorer la glace fonctionnent dans ces fréquences-là. Par contre, la SER de la cible est très faible. Donc, vraiment, on ne savait pas comment régler un peu ce compromis. On avait une 4e bande qu'on avait utilisée, qu'on n'a pas utilisée, qu'on avait apportée aussi, qui était une bande X avec 4 cm de résolution, mais qui avait une fauchesse encore plus réduite que la bande X qu'on a utilisée. Alors voilà la première image bande X qu'on a obtenue de la zone de recherche. Hein, pour donner une idée de la taille de la zone de recherche, les 4 points bleus, ce sont les objets que nous ont déposés les Danois à la surface, qui sont en dehors de la zone de recherche principale. Vous voyez que l'image, alors le rose c'est du bruit, hein, c'est des zones où l'antenne n'a pas trop éclairé, donc l'égalisation du niveau a fait remonter le bruit. Donc vous voyez que l'antenne ne couvre pas exactement assez pour couvrir la zone. Il faudrait que plus tard ça a influencé le résultat. Ça. En bandelle, vous voyez qu'on rentre beaucoup plus on voit plus ce qui se passe sous l'image. Alors déjà ça a surpris les gens, ça, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des crevasses partout là. Par contre, la bande L, vous voyez que l'image couvre facilement toute la zone de recherche. En bande du HF, la zone est encore plus grande. Alors, elle est plus grande dans le sens largeur. Hein, dans le sens de la longueur, comme on doit regarder plus longtemps, l'image est plus courte. Et vous voyez, on voit des choses, des détails beaucoup plus profonds dans la glace. Et la glace cesse d'être vraiment homogène. Donc, pour l'illustrer, on peut aussi regarder en vertical. Donc, oui, je reprends sur le côté. Vous voyez le petit dessin qu'il y a sur le côté, là. Il représente comment on regarde un SAR. Ça regarde sur le côté. Et donc, un pixel de l'image correspond à une espèce d'arc cintré qui est par la réfraction, mais ça correspond à un arc de cercle dans l'espace. On peut aussi regarder directement sous l'avion. Alors sous l'avion, c'est pas du tout utilisable pour repérer la cible. Pourquoi? Parce que là, ce qui est un pixel, c'est une espèce d'arc de cercle très, très étalé. Donc on a une résolution le long de la distance qui est 18 cm en bande X et puis de 60 cm en bande UHF. Mais par contre, en latéral, on a 100 mètres de résolution. Donc on ne voit que les choses qui sont des plans horizontaux. Alors ça tombe bien parce que la structure de la neige et de la glace dans cet endroit est formée de couches d'une sorte de pelure de glace et de neige. Alors en bande X, vous voyez, on voit en fait 2 couches. Je vais vous montrer, je monte un peu le contraste et puis je vous mets les commentaires. Donc vous voyez qu'en fait, vous voyez un écho. On pourrait peut-être passer en plein écran là, ça serait peut-être mieux, si c'est possible. En plein écran, ça se verrait mieux. Hein. On voit donc un écho de surface. Voilà, merci. On voit un écho de surface et la transition qui correspond en fait à la fonte de l'été précédent. Et qui se retrouve à une distance de... Alors, je me suis trompé, c'est pas ce 2017, c'est celui de 2016, en fait, là qu'on voit. Non, 2007, pardon, excuse-moi. Qui se trouve à peu près à 2 mètres de profondeur. C'est à peu près ce qui tombe tous les ans à cet endroit-là. Et par contre, en bande du HF, vous voyez que on a une pénétration qui va beaucoup plus loin et on voit toute une série de petites pelures d'oignons d'écho, de surface d'écho parallèles. On voit qu'il y en a une qui est assez forte ici, qui correspond à la canicule de 2012. Alors, canicule
à l'échelle du Groenland, mais qui a fait une couche de glace un peu plus épaisse que les autres. Et on voit qu'on pénètre à peu près, on voit des choses à peu près jusqu'à une trentaine de mètres de distance. Alors, il y a une différence entre le vide et la neige à cause de l'indice de réfraction, bien sûr. Alors, pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble, en fait, hein, c'est un empilement de glace et de neige. Alors, chaque fois qu'il y a un été, la neige fond un peu en surface. L'eau percole doucement à travers la neige, et donc, et après, ça regèle, et donc ça fait une couche de glace complètement compacte, donc sans bulle, qui correspond à l'été, séparée par tout ce qui se dépose pendant l'automne, l'hiver, enfin, on peut dire qu'il y a 9 mois d'hiver et 3 mois d'été. Et chaque année, il s'en dépose une couche comme ça. Alors, bien entendu, l'altitude n'augmente pas parce que tout glisse lentement, hein, c'est le principe d'un glacier, tout glisse lentement vers l'océan. Et donc, à terme, si un objet tombe sur la banquise, ben, il descend d'à peu près 2 mètres par an, et il finit par se retrouver dans de la glace compacte parce qu'à grande profondeur, tout se tasse et qu'il n'y a plus de bulles d'air, l'air est chassé par la pression. Et il finit dans un iceberg au fond de l'Atlantique. Il faut 10 000 ans pour faire ça, donc on ne va pas attendre que ça ressorte. Hein. Donc, le résultat de la campagne radar, bon, on peut dire que c'était un échec parce qu'on n'a rien trouvé en fait. Alors pourquoi? D'abord, on a été très très surpris parce que le trièdre que nous ont déposé les glaciologues, il a été atténué d'un facteur 1000. Alors qu'on attendait un facteur de l'ordre de 5, mettons. Hein. On dit, en gros, on avait 30 dB d'atténuation et on s'attendait à des facteurs de l'ordre de 7 d'après la littérature. La sphère de Lundberg, qui devait servir de repère, a été très vite recouverte par un peu de poudreuse, parce qu'il tombait quand même près de 50 cm de poudreuse pendant qu'on y était. Et son écho, à ce moment-là, est devenu très atténué et s'est dupliqué. On s'est dit, bon, si on a 2 échos au lieu d'un, pour savoir lequel est le bon, etc., bon, on s'est dit qu'on a supposé que pour la registration, ça ne va pas servir. Et le morceau de moyeu qui nous avait enterré, on l'a vu dans aucune longueur d'onde. Le gros fragment numéro 4, alors c'est ce gros fragment, il nous avait montré des photos, mais il ne nous avait pas dit où il était. Ils avaient bien masqué les coordonnées GPS dans la photo. Ils nous ont dit, ben, si vous le trouvez, ça veut dire que vous voyez sous la glace. Si vous ne le trouvez pas, c'est que, voilà, on ne voyait pas où il est. Les autres morceaux, on savait où ils étaient, hein, parce que ça nous a permis même de mesurer la dérive de la glace dans les 14 jours entre le moment où ils les ont mis et le moment où ils les ont observés. Donc, voilà. Et la dernière mauvaise surprise, c'est que la zone de recherche est beaucoup plus crevassée qu'on ne le pensait. Au début, on pensait que c'était une zone de neige, quoi, essentiellement. Bon, on est reparti de là-bas en ayant aucune cible convaincante à fournir au GEUS pour aller récupérer les données. Alors, ils avaient, eux, préparé alors, je vous montre un peu à quoi s'attendait. Alors, on s'attendait un peu. Alors, ça, c'est ce que l'écho qu'aurait donné le trièdre s'il avait été posé sur la neige. Alors, c'est une simulation à partir d'un vrai écho de trièdre et d'une vraie zone de calotte. Hein. Mais ça vous donnerait à peu près ce que donnerait un trièdre. C'est un écho très fort. Un trièdre, c'est comme un catadiop, ça renvoie un écho très, très violent. Le niveau d'écho qu'on a mesuré, c'est à peu près ça. On le voit toujours. Hein, il est au niveau il est au même endroit. Hein. Donc on voit toujours un petit point, mais vraiment, il est très très fortement atténué. On s'attendait à ce qu'il soit juste atténué à facteur 4. On le verrait encore très bien. Les radaristes disent typiquement que pour repérer une cible dans un clutter, il faut que la cible soit à peu près 13 dB au-dessus du clutter. Ça veut dire en fait 20 fois plus forte que le bruit, que le niveau de l'environnement. Alors, pourquoi il faut qu'il soit tellement plus élevé que ça? C'est simplement parce que vous voyez que l'environnement, il est granuleux là. Vous voyez que toute l'image est granuleuse. Alors pourquoi elle est granuleuse? Parce qu'en fait, le radar, c'est un capteur cohérent. Et donc, c'est une image radar, en fait, c'est une sorte d'hologramme, en fait. Quand vous avez des hologrammes, vous avez remarqué que c'était tous granulés, les hologrammes. Ou comme quand vous utilisez un pointeur laser. Alors, dans une vraie conférence, je vous ai montré avec un vrai pointeur laser, mais je ne vais pas vous montrer ça, mais vous pouvez essayer chez vous. Vous voyez que quand vous le tirez sur le mur ou sur un écran de cinéma, ça fait des petits grains. Et en fait, c'est les mêmes grains qu'on voit sur l'image sur une image radar. Pour donner une idée de ce qu'est une image radar, en fait, c'est une sorte d'hologramme. Si vous prenez l'hologramme qu'il y a sur votre carte de crédit quand vous la jetez, hein, vous changez de carte de crédit, vous avez lancé une carte de crédit, coupez une petite tranche dans votre hologramme, et vous verrez que en coupant une petite tranche de l'hologramme, ce que vous faites, en fait, c'est pas que vous avez effacé l'hologramme. Vous pouvez continuer à voir ce qu'il y a derrière. Et si vous déplacez de haut en bas la petite tranche, vous arrivez à voir l'hologramme de ce qu'il y avait, l'objet qui a été photographié par l'hologramme, mais vous n'en voyez, en fait, vous le voyez à travers la fente. Donc vous perdez une dimension, en fait. Vous perdez la dimension verticale. Vous n'avez plus que la profondeur et la longueur de votre fente. Et donc vous avez une image qui est en 2 dimensions, mais qui est en 2 dimensions X et en profondeur, en Z. Une image radar, c'est exactement ça, en fait. Mais par contre, ça veut dire aussi que ces images sont granuleuses. Alors, pour un hologramme qui est sur une carte de crédit qui sert juste à reconnaître, c'est pas très gênant, ces granulations. Quand vous cherchez une petite cible toute petite, ça vous impose d'avoir une cible qui a un rapport signal à bruit important. Donc, suite à cet échec, donc ceux qui devaient aller récupérer, qui avaient prévu d'aller récupérer
le moyeu sur les coordonnées qu'on leur aurait données, ben, ils ont pris l'ancien système, ils ont pris un radar qu'ils ont monté sur un traîneau, donc un radar posé sur la glace, qui n'a pas de résolution synthétique, hein, qui se contente juste de regarder à quelle distance il y a un écho en dessous. Et ils se sont rendus compte en passant sur le moyeu qu'ils avaient enterré qu'il fallait qu'il passe à moins d'1 mètre, et en plus, une fois sur deux, ils ne le voyaient pas. Donc, ils se sont dit, bon, on va faire un quadrillage avec un pas d'1 mètre, mais un vrai quadrillage sur 2 directions orthogonales. Alors là, vous voyez les traînées des traîneaux, c'est-à-dire ils passent vraiment tous les mètres. Et en 3 semaines, dans une ambiance polaire, il faut savoir ce que c'est qu'à 2000 mètres d'altitude au Groenland, au-delà du cercle polaire, ce que ça peut être de faire ce genre de balayage. Hein, ça a l'air de rien là, mais. Et en fait, ils ont couvert avec ça 7% de la zone de recherche. Et bien entendu, sans retrouver de moyeu. Alors, ils ont quand même utilisé les images UHF qu'on leur avait fournies parce que ça leur disait où étaient les crevasses, hein, quand même. Alors, vous voyez que la zone qu'ils ont explorée, c'est la même, hein, que vous voyez ici. Elle est dans une zone où il n'y a pas de crevasses. Hein, vous voyez, à droite, vous avez l'image CTU en UHF, où on voit toutes les crevasses. Et à gauche, c'est l'image panchromatique Landsat qui nous avait servi à préparer la mission. Et sur l'image panchromatique Landsat, vous voyez, il y a quelques crevasses qui apparaissent ici. Et on s'est dit, bon, ici, il y a des crevasses, ici, il y a une cascade de glace, donc on sait qu'ici, il va y avoir des crevasses. Là, ça avait l'air à peu près homogène, on se dit, oh, là, il n'y a pas de danger. Et en fait, non, hein, vous voyez qu'il y a des crevasses partout. Alors, bon, nous, quand on est rentré en France, bon, c'est rageant un échec, c'est toujours rageant. Et donc, on s'est dit, bon, pourquoi d'abord, on avait sous-estimé l'atténuation en bande X. Et en fait, en réfléchissant à ce problème-là, on a réalisé que on fait des analyses particulières pour essayer de comprendre comment ça varie avec l'angle d'observation, l'écho du trièdre. Et on s'est rendu compte qu'on voyait un petit peu, parce qu'à force, on connaissait vraiment la zone par cœur, hein, et les 3 objets avaient été enterrés côte à côte, et en triangle. Et on s'est aperçu qu'on voyait le moyeu, et que lui, si on le voyait, c'est qu'il était atténué d'un facteur de l'ordre de 7 dB, un facteur 5. Alors, ça voulait dire que le moyeu était visible, mais il était juste 10% au-dessus du fond. Hein, comme je vous ai dit, il fallait 13 dB au-dessus du fond pour le repérer, 10 dB en dessous, on est à 23 dB de ce qu'il faut pour repérer la cible, hein, normalement. Alors, on s'est dit, ben, pour éviter d'avoir trop de granulation, l'idée c'est de faire une idée assez classique, hein, c'est de composer des prises de vue indépendantes de la zone, mais il faut en composer à peu près 100 pour avoir une chance d'avoir un taux de fausse alarme qui est faible. Ça suppose aussi que les images, il faut les mettre exactement au même endroit et les superposer exactement. Les superposer exactement, mais sachant que l'objet est en profondeur. Donc, comme il est en profondeur, et quand on le vise de directions différentes, il faut tenir compte de l'effet de réfraction. Hein. Quand vous visez un point qui est dans une rivière des deux berges, ben si vous amusez à viser, vous ne visez pas le bon endroit, en fait, parce que chacun voit l'objet plus haut qu'il n'est réellement. Alors, dans la glace, on le voit plus profond qu'il n'est réellement, hein, parce que ce n'est pas la même géométrie. Mais en gros, ça demande un énorme calcul, et qui a finalement abouti à la découverte d'une position d'un fragment qui a été finalement récupéré. Alors pourquoi notre trièdre était atténué à facteur 1000? C'est en fait parce que ce qu'il y avait dans la littérature sur les mesures d'atténuation à la glace, eh ben, il a fallu demander aux gens, parce que c'était même pas dit dans leur publication, mais qu'en fait, comment ils le mesuraient? Ben, ils creusaient une tranchée, ils mettaient un réflecteur au fond, et ils mesuraient avec leur radar en dehors l'atténuation qu'il y avait entre l'aller et le retour. Et là, ils trouvaient 5-7 dB par mètre. Ça, c'est les Américains au Michigan. Mais il y avait d'autres personnes qui disaient, mais oui, mais nous, par contre, on mettait des trièdres au-dessus de la glace, hein, dans les Alpes, pour mesurer le déplacement d'un glacier. Et puis, à chaque fois qu'il tombait même quelques centimètres de neige, il fallait aller déblayer le trièdre parce que sinon, il disparaissait. Et simplement pourquoi? Parce que le trièdre, quand on mettait un petit peu de neige dedans, au lieu de renvoyer la lumière exactement dans l'axe de départ, ça renvoyait avec un petit écart de quelques fractions de degrés même. Et ce qui fait que, au lieu d'avoir une réponse très très forte, parce que ça renvoie dans la même direction comme un catadioptre, ça devenait comme si vous prenez votre catadioptre, vous le martelez un petit peu, vous le brisez avec un marteau, ça fait du verre pilé et ça ne renvoie pas vers vous la lumière. Alors, on avait une centaine d'images, pourquoi? Parce qu'en fait, comme la fauchée, alors là c'est un vol typique en bande basse, hein, parce qu'en fait il y avait les bandes basses qui regardaient d'un côté, la bande X qui regardait de l'autre côté de l'avion, il y avait les bidons qui étaient sur les 2 ailes, et donc, en bande basse, on faisait un seul passage par direction. Donc là, vous avez un exemple d'un vol, on décolle quand Lussac en atterri à Narsassoak, et on fait le plus possible d'acquisition entre-temps. Bon, on est juste 3/4 d'heure sur zone. Et par contre, en bande X, on est obligé de faire des hippodromes pour faire 3 prises de vue séparées d'un tiers, histoire d'être sûr de couvrir la zone de recherche. Et ça fait qu'on a 3 fois plus d'images en bande X que ce qu'on pourrait prévoir juste en cherchant à avoir juste les 4 directions d'observation. Et donc, ce qui fait que
en superposant ces images, on arrive à réduire le niveau de perturbation du bruit. Alors, là, c'est un exemple où vous avez le moyeu qui nous a été enterré. Hein. Ça, c'est le moyeu de test. Et vous avez le résultat d'une... Ça, c'est une zone qui fait 45 mètres par 45 mètres. Et vous avez, qui est centrée sur l'objet. Et vous avez ici l'histogramme des niveaux mesurés sur l'image. Alors, ça, là, c'est la somme des 24 images. Et vous voyez que, bon, alors qu'au départ, on avait des niveaux qui allaient de 0 à une valeur assez grande, là, les niveaux se concentrent. Hein, c'est un peu comme c'est la fameuse loi des grands nombres. Hein. Vous additionnez plein de variables aléatoires qui ont la même distribution, bah, ça se concentre, ça devient une gaussienne qui se concentre autour de la valeur moyenne. Le trait rouge ici indique le niveau de l'écho du morceau de moyeu. Et vous voyez qu'en fait, au début, vous avez énormément de fausses alarmes, vous avez beaucoup de points qui dépassent le niveau du moyeu. Et par contre, en augmentant le nombre d'images, là, vous prenez les 3 images prises en parallèle. Alors pourquoi je voulais dire pourquoi on a 24 images sur la première, c'est parce qu'en fait on fait des mesures en polarimétrie, donc on envoie le courant électrique vertical puis horizontal, le champ électrique vertical et horizontal successivement, et on reçoit les deux. Donc on a quatre mesures déjà indépendantes qui correspondent à des angles d'émission du champ électrique différentes. Enfin, il y en a 3 indépendantes en fait sur les 4. Et puis les vues, c'est qu'en fait, comme je vous ai dit que c'était qu'une image star, c'est une sorte d'hologramme, on peut regarder sur un hologramme, on peut regarder un peu de travers dans la fente, regarder un peu en arrière et un peu en avant, et donc on peut un peu comme ça avoir des images qui regardent un peu en avant, un peu en arrière, mais tant qu'on est encore dans la zone éclairée par l'antenne réelle. Et avec ça, on peut faire des images indépendantes aussi. Donc on peut faire 24 images indépendantes avec un seul passage, et donc avec toutes les images, tous les passages qu'on a fait, on a même refait il y a 2 directions qu'on a fait 2 fois, on obtient 432 images. Donc 432 images alignées pour un point qui a une profondeur donnée. Alors cette profondeur, elle est obtenue comment? Elle est obtenue grâce au gros fragment. Le gros fragment, il est visible d'une seule direction. Il suffit de 72 images. Avec ce contraste-là, on arrive à le voir, le gros fragment. Et en comparant les 4 images, on arrive à déterminer une hauteur apparente, qui est en gros tenir compte de l'effet de réfraction. Et avec cet effet de réfraction, on arrive à compenser toute l'image. Et quand on compense toute l'image, on compense aussi, vous voyez, le moyeu de test. Hein, on commence à le voir bien. Et donc, on a fait ça sur toute l'image. Alors, c'est une image cette image, elle fait 55 000 pixels par 50 000 pixels, hein, donc 10 km par 9 km. C'est le centre d'une image qui est en des 100 000 par 110 000. Et sur cette image-là, donc qui est maintenant la plus douce qu'on puisse obtenir avec toutes les mesures qu'on a faites, vous voyez la zone de test au milieu, hein, et on a observé sur cette zone, en gros, un point, il n'y avait qu'un seul point qui était vraiment convaincant. Alors, chaque fois qu'on observait un point brillant comme ça, on se disait, bon, est-ce que c'est... Parce que ça peut être un bord de crevasse. Alors, beaucoup d'échos qu'on obtenait étaient des bords de crevasse. L'écho le plus fort qu'on obtenait, c'était le fameux, ce point orange, là, c'est ce fameux gros débris, hein, le gros fragment numéro 4. Donc, on le repère bien. On voit bien entendu les 3 objets déposés ici, le 4e objet déposé ici. Hein. Ça, c'est la trajectoire de l'avion, le trait vert. Et on a un certain nombre de points qui ne sont pas dans les points connus. Alors, les points rouges ici sont les points qui ont été repérés par l'hélicoptère. Alors, certains ont été retirés, donc ne sont plus là. Et puis, on en observe 7 de plus, là. Et on en observe un ici de plus. Et celui-là, en le regardant bien sous tous les angles, on s'est aperçu qu'il était très près de la crevasse, mais il n'était pas sur la crevasse. Hein, vous voyez, la zone noire ici qu'on voit, c'est la crevasse. Pourquoi ça paraît en noir? Simplement parce que, en fait, sous 3 mètres de neige et de glace, il y a une zone d'air. Et dans cette zone d'air, elle ne rétrodiffuse pas. Donc ça veut dire que même s'il n'y en a que très peu de la lumière qui arrive à traverser ces 2-3 mètres, hein, on a vu que ça descendait à peu près 2 mètres, hein, la bande X. Il y a moins d'écho qui nous vient d'en dessous, les quelques diffusions qui se produiraient en dessous, donc c'est comme si on avait une ligne sombre en dessous. Et donc on voit la ligne sombre correspondant à la poche d'air de la crevasse. Et en fait, en faisant les projections dans les 2 directions opposées, ou même en fait on a 4 directions en réalité, on arrive à déterminer que le point brillant, il n'est pas sur la crevasse. Alors c'est pas évident quand on la voit comme ça, hein, vous voyez. Donc on a quand même dû pas mal gamberger pour essayer de vérifier que ce point-là n'était pas un écho sur la crevasse. Et en fait, ils ont dit, mais oui, mais ça, là, vous êtes en plein milieu d'un champ de crevasse, vous êtes sûr qu'il faut vraiment qu'on aille là-bas le chercher? Vous pouvez nous en trouver 2 autres. Alors, on en a trouvé 2 autres ici, 2 candidats, un des 2 a été exploré. Il n'était qu'une lentille de glace, en fait. Mais en fait, les Danois sont retournés sur le terrain, alors cette fois-ci avec un détecteur de métal, plutôt qu'un radar. Et ça, c'est un détecteur métal qui a été conçu exprès pour l'opération. Donc là, ça, c'est la bobine d'excitation. Alors, un détecteur métal, ça fonctionne comment? Vous avez une bobine qui fait un champ magnétique alternatif qui excite des courants de Foucault en dessous. Alors, ça, c'est vraiment l'équivalent de votre cuisinière à induction, hein, la plaque de votre cuisinière à induction. Ça fait chauffer la casserole qui est au-dessus en induisant des courants de Foucault dedans. Et ces courants de Foucault, par effet Joule, chauffent la casserole. Alors là, en l'occurrence, c'est pas pour chauffer, c'est juste pour faire ces courants de Foucault. Et après, on coupe cette bobine-là et
Et on écoute ce qui, avec la bobine qui est derrière, qui est une bobine avec qui a énormément de spires, 200 2000 spires, un truc comme ça, et un ampli très sensible. Et en fait, les courants qui ont été induits dans la pièce vont s'amortir. Et variation de champ électrique, ça veut dire champ magnétique. Champ magnétique de courant électrique, ça veut dire champ magnétique. Et champ magnétique est détecté par la bobine. Et donc ça permet de détecter, c'est le fonctionnement de la poire, la frire, vous savez, le truc pour des mineurs ou pour les collecteurs de trésors. Donc c'est une sorte de poêle à frire. Alors, bien entendu, comme c'était au milieu du champ de crevasse, ils ont d'abord récupéré le morceau de moyeu qu'ils nous avaient enterré. Ils l'ont réenterré, ça je vous raconterai tout à l'heure, peut-être. Mais dans la zone de crevasse, ils ne pouvaient pas y aller avec la motoneige. Alors même si c'est automatisé, hein, il n'y a personne dessus pour si jamais ça tombe dans une crevasse, mais bon, ils préféraient quand même pas le perdre. Donc ils sont allés en hélicoptère, ils ont démonté en fait juste la bobine d'émission, la bobine de réception. Ils ont pris un PC et puis leur système d'acquisition et un générateur, et ils ont embarqué dans l'hélicoptère et ils se sont posés sur la banquise, sur la calotte, à l'endroit où on avait. Alors, ils ont fait dériver les points qu'on leur avait mesurés, parce qu'on leur avait mesuré les points 9 mois plus tôt. Donc, il a fallu les faire, 10 mois plus tôt, il a fallu le décaler de la dérive de la glace, et ils ont mesuré la dérive de la glace en regardant où ils avaient récupéré le morceau qu'ils avaient enterré. Donc, ils ont déduit une vitesse de dérive de la glace, et ils ont dérivé le morceau, le point de cette position-là. Ils ont utilisé la carte qu'on leur a fait en UHF pour repérer les crevasses. Ils ont envoyé en éclaireur un robot avec un GPR qui a aussi repéré les zones de crevasses et qui a confirmé que c'est bien là qu'étaient les crevasses. Et donc ils se sont posés, ils ont déposé la bobine d'excitation par terre en la maintenant avec des morceaux de bambou et du Chatterton. Hein. Donc c'est vraiment du bricolage, hein, c'était posé par terre. Là vous voyez donc la bobine d'excitation, la bobine de réception, les câbles qui amènent au générateur et au calculateur, le petit pliant sur lequel s'installe avec son PC le scientifique. Et première position où ils essaient, donc ils ont un écho. Ils disent, ah, coup de téléphone, c'est pas de la glace, il y a un truc là. Et après, ils ont bougé à la main en déplaçant les bambous et le fil électrique à la main de quelques mètres. Ils ont tâtonné jusqu'à obtenir le meilleur écho possible. Mais en fait, dès le premier coup, ils savaient qu'il y avait quelque chose, quoi. Et ils étaient vraiment très contents. Donc, comme c'était le dernier jour de l'émission, en plus, ils ont fait ça au dernier moment. Ils ont marqué de drapeau noir le bord de la crevasse, pour être sûr que ceux qui viendraient après ne se tomberaient pas dedans. Ils ont marqué avec des drapeaux l'endroit où était l'écho le plus fort. Ça, c'est l'endroit où ils avaient fait la première mesure. Et ils ont marqué la glace en vidant tout leur stock de jus d'orange pour imprégner la glace, pour faire une grosse tache rouge pour indiquer l'endroit où était la cible, et ils sont partis. Quelques mois plus tard, enfin c'est 2 mois plus tard, ils sont revenus sur place avec une équipe et alors là, ça a été la grosse opération pour récupérer ce morceau qui donc était enfoui sous 3 mètres de glace. Alors vous voyez ici, en fait, sur cette image, on voit bien vous voyez ici, il y a une couche bleu foncé, et ici aussi. Et ce sont les couches, ces fameuses couches correspondant aux fusions estivales. Hein. Et vous voyez que la pièce est un petit peu en dessous. Alors ça a permis de comprendre ce qui s'était arrivé à la pièce. Alors vous voyez aussi que ils sont harnachés comme des alpinistes. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment très près de la poche d'air de la crevasse. Donc, on s'est dit, si jamais tout ça fond, alors pourquoi? Parce qu'ils ont dégagé à l'air chaud, hein, pour éviter d'endommager la pièce. Et donc, si jamais ça fond dans la poche d'air, ils allaient tous tomber dedans, ce qui n'est pas une situation d'avenir. Donc, ils ont tous des lignes de vie, ils sont tous très bien accrochés. Et voilà. Alors, ce qui a dû se passer, en fait, c'est qu'au moment de la chute, l'objet s'est enfoncé à une profondeur d'à peu près 30 cm. Il a juste crevé la couche estivale, parce qu'on est en septembre, donc la couche estivale était juste au-dessus, était encore peut-être pas complètement recristallisée. Et ça s'est enfoncé d'à peu près une profondeur de 30 cm. Quand l'hélicoptère est passé au-dessus, probablement ce qui s'est passé, c'est que le chasse-neige, hein, a bouché cette petite cavité. Il suffisait qu'il y ait quelques centimètres pour qu'optiquement on ne le voit plus. Parce que la neige, c'est opaque au bout de quelques centimètres en lumière visible. Et donc, l'hélicoptère ne l'a pas vu. Alors, nous, quand on est passé, il était à peu près une profondeur d'1,8 m, hein, d'1,80 m. Et quand il a été récupéré, il était 3,80 m. Ça montre à peu près ce qui a dû se passer. Et voilà donc la fameuse pièce. Hein. Alors, la fameuse pièce, effectivement, l'objet numéro 18 était ici. Hein. Toutes les pièces d'un moteur sont numérotées et suivies. Ils savent à peu près d'où viennent chaque pièce. Hein. Chaque pièce est à son matricule. Et en fait, ils ont repéré que la rupture venait en fait à commencer du côté complètement opposé. Et alors, c'est ça qui a été vraiment important dans cette affaire, c'est que le mécanisme de rupture du métal, au début, ils ont pensé, pour toute la période avant qu'ils retrouvent le morceau, ils ont regardé tous les moyeux qui avaient été forgés dans la même fonte, qui avaient été usinés en même temps, qui avaient été entretenus par la même équipe de maintenance. Et ils s'est aperçu que sur certains des moyeux, il y avait des petites griffures, probablement dû à un tournevis ou à
une pince utilisée pour resserrer le. Vous savez, ici, il y a un clip, alors il est détruit là, mais il y a un clip normalement qui bloque les pales. Une fois qu'on les a positionnés dans la fente, on les verrouille avec une espèce de cercle géant. Donc il faut une force énorme, puisque le réacteur est maintenant très gros, donc il faut une force énorme, et peut-être quelqu'un s'est aidé d'un outil pour arriver à passer le circuit. Et donc ils ont changé ça depuis, ils ont changé le système de fixation. Ils pensaient que c'était une de ces ébrêchures en surface de l'objet qui s'était propagée à l'intérieur. Et en fait, non, le titane a cédé à l'intérieur. Et alors, ce qui c'est entre guillemets très grave pour eux, c'est que c'est un alliage de titane qui s'appelle le 4,6, alors qui contient 6% de vanadium et 4% d'aluminium, ou l'inverse, je ne me rappelle plus exactement. Et c'est un alliage, toute la littérature scientifique pensait que c'était un alliage qui n'est pas sensible à un phénomène qu'on appelle le fatigue fluage à froid. Alors en anglais, fatigue Dwell. En fait, c'est-à-dire que si vous savez ce que c'est que la fatigue, hein, quand vous essayez de briser un objet métallique, genre un morceau de fil de fer de clôture, par exemple, vous pouvez le plier dans un sens, le replier dans le sens, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça casse. Alors ça s'appelle la fatigue. Mais par contre, le fatigue Dwell, c'est un phénomène un petit peu analogue, mais un peu différent quand même. C'est-à-dire que vous vous forcez pour le mettre dans une position. Alors, bien entendu, la limite élastique, hein, c'est pas utilisant au-delà des limites élastiques un moyen de réacteur, hein, sinon ça se briserait tout de suite. Et vous maintenez pendant un certain temps la contrainte. Ben, ce temps, c'est le temps de montée du réacteur. Hein. Et quand vous relâchez la contrainte, ben, en fait, il a un peu flué. Et ce fluage, parce que c'est une pièce qui fonctionne à froid, c'est la partie froide du réacteur, on pensait que cet alliage de titane, qui est beaucoup utilisé dans l'aviation, hein, n'était pas soumis à ce mécanisme-là. Et là, ce que ça montrait, en fait, c'est qu'il y avait une petite macrozone texturée. Donc, une macrozone, c'est une zone où tous les cristaux, où une majorité des cristaux sont orientés dans le même sens. Donc, la résistance du matériau est un peu plus faible à cet endroit-là. Pas de chance. La direction en question était en plus la circonférence de l'objet, donc la zone la direction des contraintes. Et donc l'objet s'est rompu par ce mécanisme-là. Ils ont pu aussi, en regardant le microscope électronique, le passage entre le premier grain qui a cassé et le groupe de grains qui a cassé au début, la facette qui a cassé au début, et à chaque fois que l'avion décollait, atterrissait, à chaque cycle, ce qu'on appelle un cycle, donc les moteurs passaient à fond pendant un petit court temps au décollage, ça faisait une petite marque dans la structure. Ils ont pu compter comme ça le nombre de cycles, le nombre de décollages et d'atterrissages qui sont produits entre le moment où le premier cristal s'est cassé et le moment où la fissure a atteint 2 cm et là tout s'est cassé en fait. Quand ça atteint 2 cm, c'est là à ce moment-là que ça s'est cassé. Et en fait, il s'est déroulé 1700 vols à peu près. Donc à peu près 900 vols avant que la fissure arrive à la surface, à l'intérieur sous la pale, hein, en fait, on est sous l'aube, hein, on est ici, avant que ça arrive à la surface, et à ce moment-là, l'air est rentré, donc l'oxygène est rentré dans la fissure, et après, il a encore volé 700 vols, ça fait à peu près 2 ans, hein, avec la fissure avant que ça casse complètement. Donc, ils en ont déduit maintenant que bon, il fallait surveiller à peu près les avions en prenant des grosses marges, hein, bien entendu, pour toujours d'énormes marges en aéronautique. Tous les 300 vols, ils doivent remesurer la conductivité de chacune des alvéoles pour vérifier qu'il n'y a pas eu de fissure qui est apparue. Et d'autre part, maintenant, on sait donc que cet alliage est susceptible de rompre par fatigue, fluage à froid. Et donc, il faut prévoir des marges de construction un petit peu plus grandes, surtout pour des très gros moteurs. Parce qu'en plus, un des gros problèmes aussi qu'on a, c'est que ces matériaux sont évalués sur des éprouvettes standard dans les machines qu'on a pour tirer sur les éprouvettes en laboratoire, et qu'en fait, c'est peut-être de comportement un peu différent quand les pièces sont très massives. C'est le plus gros réacteur jamais construit, ça. Donc c'est possible qu'effectivement, on découvre des phénomènes sur les matériaux qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, ça a à la fois été on a résolu le problème, on a récupéré l'objet, et ça nous a permis de comprendre, d'abord d'innocenter la maintenance, et puis en plus de comprendre qu'il y avait un mécanisme qu'on ne connaissait pas. Voilà, si vous avez des questions. Donc ça, c'est l'atterrissage à Narsarsuaq, pour vous montrer que on passe assez près des montagnes quand on se pose, et en face, il y a des montagnes aussi. Je crois qu'on a. Merci Hubert pour cette conférence qui a duré 2 fois plus que prévu. Donc, je pense qu'on va pas passer, on va pas faire une toute petite question, c'est à quelle hauteur se faisait le balayage radar? En étant plus bas, est-ce qu'on n'obtient pas une meilleure résolution du fait de la diminution de la largeur du faisceau? Mais juste 15 secondes de réponse. Alors, la résolution, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'on pouvait obtenir, c'est un rapport signal à bruit. Mais là, en l'occurrence, dans toute cette manip, c'est pas le bruit qui était gênant, parce que le bruit thermique, hein, c'est-à-dire le vrai bruit, était beaucoup plus bas que cette espèce de truc qui ressemble à du bruit qu'on appelle le speckle, hein, c'est-à-dire cette espèce de chatoiement de ces petits points blancs et noirs là. Ça, c'est pas du bruit en fait, c'est cohérent.
Donc, c'est vraiment pas du bruit. Si vous refaites exactement les mesures, vous trouvez les grains au même endroit. Donc, c'est pas vraiment du bruit. Mais ça, c'est beaucoup plus fort que le bruit thermique. Le bruit thermique, il était une dizaine de dB en dessous, donc on n'est pas gêné par le bruit. On aurait pu voler plus haut encore. Et on aurait peut-être dû d'ailleurs, parce que comme ça, on aurait éclairé une zone plus large. La résolution ne dépend pas de la distance à laquelle on vole, c'est juste qu'on intègre plus longtemps.